Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'une ferme pas comme les autres, la ferme Unilassal rattachée à l'école d'ingénieurs du même nom. En effet, sur notre territoire, nous avons l'école Unilassal et il se trouve que la ferme rattachée au site de Beauvais est adhérente à la coopérative. Alors ni une ni deux, j'ai sauté sur l'occasion pour aller à la rencontre de Luc, chef de culture à la ferme Unilassal. Avec lui, j'avais envie de parler de ces deux casquettes entre gestion technico-économique de l'exploitation agricole et mission pédagogique auprès des étudiants, comment transmettre auprès des étudiants et trouver l'équilibre entre les deux. Finalement, comment concilier performance, transmission et résilience des modèles agricoles. En discutant avec Luc, j'ai aussi découvert qu'il ne gère pas une, mais deux exploitations. Son témoignage prend alors une dimension encore plus intéressante, notamment en ce qui concerne l'organisation du travail. Un sujet qui, je pense, résonne chez de plus en plus d'agriculteurs pour qui les organisations d'entreprise évoluent et qui peut-être eux aussi pilotent plusieurs sites. Un épisode à écouter pour prendre du recul, s'inspirer d'un homme de terrain et surtout d'expérience avec Luc. Bonne écoute. Bonjour Luc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire où nous nous trouvons aujourd'hui ? Bonjour Norine, donc nous sommes à Beauvais, sur le site AgriLab qui est à côté de la ferme, où sont les bureaux partagés avec l'expérimentation AgriLab et les salariés de ferme et les collaborateurs. Voilà, donc moi je suis arrivé en 2000 à Beauvais, donc j'ai commencé par l'expérimentation. Et après, au bout de 2-3 ans, avec l'évolution, j'ai pris la responsabilité d'une ferme. Voilà. Donc mes origines, alors moi je suis originaire de Nancy. Et j'ai travaillé beaucoup dans un lycée agricole, c'était Nancy-Pixrécourt. Je m'occupais déjà des matériels, de la gestion de ferme. Et donc après, j'ai eu la possibilité de venir ici pour l'expérimentation et faire un peu d'enseignement de machinisme à l'époque et de l'expérimentation avec des ingénieurs sur des sujets de recherche à l'époque qui étaient beaucoup sur l'oignon. Voilà. Maintenant ça a bien changé, ça s'est agrandi. Et donc ici nous sommes à peu près à 5 salariés sur la ferme. Nous avons aussi une partie expérimentation avec 3 collaborateurs qui sont chargés de recherche avec des enseignants-chercheurs sur des sujets très très variés. Ça va bien évoluer tout ça. Je suis arrivé dans l'agriculture un peu, pas pour le premier abord. J'ai déjà fait des études qui étaient plutôt en mécanique automobile et dieseliste. Mes parents ne nous poussaient pas du tout dans l'agriculture. Donc c'était une ferme polyculture élevage avec des conditions difficiles et entourée avec donc de l'urbanisme qui était pas loin, des maisons, tout ça. Donc ça diminuait plutôt que ça ne grandissait. Donc j'ai voulu me diversifier, mais les racines ont voulu que je suis revenu pour faire de l'agriculture. Et j'ai commencé des études, j'ai refait même des études à 22 ans, un BT1, un BTS en 2 ans. Et après, j'ai arrêté, je n'ai pas voulu faire un ingénieur. Bon, j'étais accepté. C'était à l'époque à Dijon. Et j'avais rencontré ma femme et on avait décidé un peu de s'installer, de faire de la recherche au début de ferme pour s'installer. Et n'ayant pas trouvé de ferme, on s'est mis à travailler de notre côté. Voilà, donc je suis arrivé sur le lycée de Pixrécourt, j'y suis resté 9 ans. Et après, en 2000, je suis arrivé ici à Beauvais. Et à Beauvais, j'ai commencé par l'expérimentation. Et je tournais vite en rond, parce que donc, je voulais toujours tenir une ferme. Et avec Philippe Choquet, qui était arrivé depuis quelques années, il avait envie de redonner une dynamique un peu aux fermes. Toutes les fermes qui étaient ici, elles étaient faites en prestation extérieure. Elles étaient plutôt en désuétude, et il fallait rebooster. Donc ça a toujours été, Philippe a toujours voulu rebooster les fermes. C'était un peu, pas un appel d'offres, ce serait plutôt quelque chose qui a un environnement favorable pour les étudiants. Avec un campus, une ferme qui serait à côté, qui serait accessible au public, aux jeunes, qui pourraient venir voir un peu comment ça se passe. Et donc ça a toujours été son principe. Il était, lui, resté dans les années où on faisait un stage en agriculture. Même en ingénieur, il faisait 1 semaine sur la ferme. Il travaillait sur la ferme. Donc c'est toujours ce qu'il voudrait faire.
mais c'est toujours des fois compliqué à mettre en place. Là, on en est arrivé plutôt déjà à avoir la ferme qui est bien ressortie, qui a été modernisée, hein. Elle a été sortie de son environnement classique, parce qu'elle était vraiment entourée trop par des bâtiments. Et donc, il a fallu la sortir de l'extérieur et tout reconstruire. D'accord, très clair. Donc, en fait, quand tu es arrivé dans l'Oise, c'était pour le travail. Et donc, au début, c'était plutôt sur le site de Normandie parce qu'il y a deux sites. Alors oui, parce que là, j'ai travaillé ici à l'expérimentation à Beauvais. Et j'ai eu la possibilité de m'occuper de la ferme qui venait d'arriver pour l'école. C'était une donation qui avait été faite en 84, mais qui a été effective en 2003. Donc je me suis occupé de cette ferme. J'ai postulé pour aller m'occuper de cette ferme-là. Voilà. Et donc j'ai eu la chance sur place, c'est qu'il y avait encore l'ancien gérant qui partait à la retraite, mais qui était pas loin dans sa maison qui était à côté et qui a pu me donner un bon coup de main pour bien comprendre un peu toutes les évolutions de cette ferme. Parce que la ferme là, elle était en polyculture élevage, il y avait un troupeau de charolaises, des cultures, et il y avait des cultures qui étaient nouvelles pour moi, qui étaient comme le lin ou les betteraves qui arrivaient qui je ne connaissais pas, hein, donc même qui n'étaient pas vraiment à Beauvais non plus. Donc j'ai pu commencer à expérimenter avec cette personne-là. Donc c'est vrai que j'ai bien apprécié cette dynamique-là. Ça a permis de faire un tuilage. Oui, un bon tuilage. Et la ferme de Beauvais, Elle- elle en était où? Elle existait? Alors elle existait, mais elle était faite en prestation extérieure. Il y avait toujours une personne qui s'occupait de ça. C'était Christian qui s'occupait un peu de la ferme, mais plus la partie vache laitière. Il s'occupait de chapeauter un peu les cultures avec des entreprises pour faire le travail. On n'avait plus de matériel, on n'avait plus rien. Donc l'occasion d'avoir les deux fermes, ça permet de se dire, bah voilà, on va recréer un outil et donc de racheter du matériel d'occasion. Au début, on n'avait pas des gros budgets. On a commencé, on avait 15 000 euros, je crois, à l'époque, pour refaire un peu le matériel en 2000. On a acheté beaucoup d'occasions, puis on s'est débrouillé et on a prospéré différemment après au fur et à mesure, avec beaucoup de partenariats. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les spécificités des deux fermes et l'historique de quand est-ce qu'elles se sont finalement rassemblées dans l'organisation? Oui, donc la ferme du bois, elle est historiquement, elle a existé avec l'école. Il y avait l'IAB qui était à l'intérieur de Beauvais. Il y avait toujours une ferme qui était là pour l'alimentaire, hein. C'était très important, c'était l'alimentation. Il fallait être autonome. On a perdu un peu tout ça de vue, mais jusqu'à les années 95, ils faisaient encore des choux-fleurs, des choses comme ça, un peu du grand maraîchage ici. Et après, bah, ça s'est perdu, parce que donc, il y a des usines dans le Nord, ça s'est créé différemment. Mais avant, c'était beaucoup de la consommation locale. D'accord. Voilà. Et donc, les spécificités de ces fermes, c'est qu'il y a une ferme qui est ici, qui est à Beauvais, avec 220-230 hectares, avec des terres qui sont limoneuses, avec des argiles à silex, hein, suivant les dévers qu'il peut y avoir, avec des potentiels qui sont moindres qu'en Normandie. On est à peu près ici à 600-700 mm d'eau. Donc bah, c'est plus séchant, plateau plus séchant. En Normandie, on est plutôt à 900 000, on est plutôt à l'extrême, à côté d'un bois, qui va peut-être amener un peu plus, beaucoup même sur d'humidité. Donc la ferme ici, historiquement, elle a toujours eu des vaches laitières. C'était vraiment le lait pour les étudiants. Et après, ça a été vendu tout en laiterie. Et sur l'autre site, c'était plutôt des vaches allaitantes, pour exploiter les dévers qu'il y avait, parce qu'il y a des gros dévers qu'on ne pouvait pas cultiver. Voilà. Donc en Normandie, c'était plutôt betterave, du lin, beaucoup de blé, très peu de colza. Et sur le site ici, c'était plutôt un peu de maïs pour les vaches, du blé, de l'orge et du colza. C'était vraiment ça la base. D'accord. Et donc ça, c'était à l'époque. Et après, quand tu es arrivé en 2000, l'organisation a un petit peu changé. Alors en 2000, l'organisation a changé parce que pendant 3 ans, on a fait beaucoup d'échanges avec les deux sites, hein, pour reprendre le matériel. Et après, on s'est séparés parce qu'à un moment donné, on trouvait qu'on avait beaucoup de déplacements. Puis à l'époque, bah, les tracteurs roulaient qu'à 25-30 km/h. C'était loin. On est quand même à 50 km de distance. On avait fait des collaborations qui étaient différentes. Et jusqu'en 2000, bah, de toute façon, là, 2022, on est reparti sur une collaboration ensemble. Voilà. Donc
Sur l'autre site, on était avec 3 agriculteurs du travail en commun. Et D'accord. ici, ils avaient leur matériel qui travaillait ici tout seul en autonomie. Donc on a tout rassemblé le matériel et depuis 2022, on s'est mis à regérer tout l'ensemble. Donc là, je me suis repris, j'ai repris la part culture et matériel ici pour m'en occuper. Donc là, ça a commencé tranquillement. On a refait les cultures qui étaient déjà en place, pris ce qui était. Hein. Et après, on a refait un assolement commun au bout d'un an. Et avec des cultures que l'on fait que d'un côté ou de l'autre pour éviter le déplacement du matériel. Parce que là, on fait tout de A à Z. On va faire les semis, les traitements et la récolte. On fait tout de A à Z avec les mêmes personnes. Donc on essaye d'avoir un petit décalage. Hein, ce serait le principal. Sauf l'année dernière où tout était en même temps. Mais on arrive normalement à avoir un décalage à peu près d'une semaine. Au niveau de la saisonnalité Oui, et de l'avancée des cultures. des cultures. Donc au niveau de l'assolement, on a changé un petit peu. On a introduit ici, on a introduit le lin, qui est une culture que je faisais depuis 15 ans sur l'autre site. Le lin fibre, à faire un peu plus de maïs. On voulait un peu plus de maïs pour les vaches laitières. Puis l'assolement, parce que de toute façon, on s'est rendu compte que de toute façon, c'était très compliqué. Hein. On arrivait à pas de la monoculture, mais des problèmes de désherbage sur les cultures. Sur l'autre site, j'en étais arrivé l'année dernière à broyer, du moins à ensiler pour les vaches, 3 hectares parce qu'on n'arrivait plus à désherber. Donc là, c'était la remise en question. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, depuis l'année dernière, j'ai réintroduit la févrole aussi, févrole alimentaire, avec des contrats qui arrivent pour Saint-Louis-Sucre et des contrats pour une coopérative, parce qu'on a 2 coopératives différentes. On a CVP qui est en Normandie, et on est à Beauvais, donc on est avec Agora. Oui, en effet. Et la particularité de l'assolement commun, du coup, c'est que par exemple, tu vas faire du blé sur les 2 sites quand même pour l'assolement avec le décalage de saisonnalité, mais par contre, tu vas faire les betteraves que sur un site et le lin que sur un site, une année sur 2. Sur 2, voilà, on alterne. C'est surtout le lin, comme c'est une grosse valeur ajoutée. La personne à qui je faisais le lin, qui était de Pestel, qui est en Normandie, ne venait pas ici. Mm. Donc j'ai demandé à l'Ain 2000 à être coopérateur ici pour faire du lin. Donc on fait du lin sur les 2 côtés. Mais le colza, ça va être d'une année sur l'autre, d'un côté ou de l'autre. La févrole, ça va être pareil. Et le blé, c'est vrai que c'est l'assolement en commun et c'est la plus grosse part. On essaie d'en faire des 2 côtés. Donc c'est une grosse gestion organisationnelle parce qu'en plus de l'assolement interne, rotation des cultures, il faut penser à l'assolement sur 2 sites. Et comment ça se gère au niveau humain? Parce que donc toi, tu es le gérant opérationnel machinisme culture. Oui, Donc c'est la même personne qui chapeaute le machinisme et les cultures. Pourquoi? oui. Alors, c'est parce que c'est les plus gros utilisateurs du matériel, c'est quand même les cultures. On a aussi des gros besoins pour les vaches laitières, surtout. C'est des moments où il y a besoin de faire des prairies à faucher, des choses comme ça, mais on arrive à l'intégrer. La plus grosse part, c'est quand même les cultures qui vont le demander et l'expérimentation, les besoins d'expérimentation. Donc c'est plus facile de la même personne de voir tout ce qui se passe. Et en plus, comme je suis sur les 2 sites, je vois un peu l'œil sur les 2 côtés pour la gestion du matériel. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a un gros partenariat avec Massé, parce que là, ça demande beaucoup de puissance de traction. Mm. Et avoir des tracteurs qu'on a en location pour avoir moins de problèmes, des garanties, parce que donc on est beaucoup de salariés à travailler sur les tracteurs, et le suivi, il serait peut-être moindre, moins bien fait qu'un particulier. Donc là, on sait que les tracteurs, tous les temps de temps, ils vont être envoyés en révision, et ils vont être bien suivis. Et donc c'est grâce à la puissance des tracteurs modernes, notamment, que vous avez pu rassembler les 2 sites. C'est ça, exactement. Avec l'automoteur qui roule à 40, maintenant, c'est déjà plus simple. Parce qu'avant, il nous fallait 3 heures. Et maintenant, en 1h15, 1h30, on arrive à faire le tour. Et avec le tracteur, maintenant, par rapport à la voiture, on a un quart d'heure de différence. On a des tracteurs qui roulent bien. Bon, après, on ne va pas rouler à charge, pas à la même vitesse qu'un outil seul.
je voudrais comprendre comment c'est organisé au niveau humain sur les deux sites et peut-être arriver jusqu'à savoir qui prend les décisions stratégiques des exploitations, peut-être les grandes orientations long terme, comment ça fonctionne tout ça. Alors voilà, ça marche parce que de toute façon, nous, c'est un peu différent d'un particulier. C'est qu'on a un conseil d'administration. Dans le conseil d'administration, on a un directeur qui est présent, qui va présenter les grandes lignes de ses projets, ce qu'il a envie de faire. Et quand ils ont validé ça avec le conseil d'administration, ça va nous redescendre. On a une personne c'est Ségolène qui vient d'arriver, qui fait la relation entre la pédagogie, l'enseignement et les fermes, puis qui va chapeauter tout ce qui est plus grand projet sur les fermes. Et après, nous, on est plutôt on est en dessous pour la gestion du matériel, des animaux, des main-d'œuvre qui vont être présentes, la gestion quotidienne des tâches, avec les investissements qui vont avec, qui sont quotidiens. Mais dès c'est des grandes lignes, des gros investissements, on va en discuter plutôt avec donc la personne des directeurs des fermes et après Philippe Choquet qui va prendre les décisions. Et en décision. Philippe Choquet qui est directeur d'Unilassal. Donc, général. Ouais. Voilà. Toi, tu as la casquette vraiment opérationnelle, technique. C'est ça. Est-ce que tu as des comptes à rendre du coup au niveau d'indicateurs? Comment ça marche au niveau peut-être technico-économique? Oui, alors là, nous, on a une comptabilité qui est analytique. Hein, c'est pas une comptabilité agricole parce que c'est nos comptables qui les font directement. Alors, avec des indicateurs qui sont de faire quand même, de toute façon c'est du rendement, de toute façon si on fait du rendement on arrive à avoir un chiffre et on arrive toujours à amortir un peu. C'est la base de ce que je me suis rendu compte depuis le début, j'ai essayé de faire un peu plus light, faire des choses un peu différentes et je me suis rendu compte qu'à chaque fois il faut faire du rendement pour amortir quand même, il n'y a rien à faire. Et après on est plutôt avec des outils de décision pour voir si on va faire des traitements ou des choses comme ça. La gestion quotidienne des fermes, donc c'est tous ces investissements, vente, achat, on va les faire. C'est moi qui les fais directement. Et après, ça peut être des gros budgets. C'est vrai que les engrais, tout ça, c'est des gros budgets. Les ventes, c'est compliqué. Et pour ça, au début, je faisais un contrat d'engagement. Et on commençait à s'arracher les cheveux. Je me rappelle d'une année où on a fait des transferts de bennes de belle qualité pour honorer des contrats. Et ça, c'est vrai que ça m'a assez choqué. Et j'en suis arrivé que de toute façon maintenant j'en suis arrivé à faire confiance aux coopératives pour les engagements parce que de toute façon il y a eu des stress à des moments et ça on a déjà le quotidien à gérer et si on peut lever le pied au niveau économique c'est déjà pas mal pour tout ça, pour les ventes parce que c'est quand même très compliqué. On avait avant dans les années 2000 on avait 3-4 euros de variation sur des quintaux, mais maintenant c'est quand même plus pareil. On peut avoir 50 à 80 euros de variation et c'est pas évident à appréhender. Et donc ça permet peut-être de lisser le risque Oui, sur plusieurs années. lisser le risque, voilà. Avoir des engagements avec des quantités, mais à un prix qui va être peut-être moins favorable à des années, mais je me rends compte que de toute façon avec les coopératives, régulièrement, on a les meilleures marges quand même. on s'en ressort bien. Et c'est très intéressant tout ça, on voit que tu es passionné sur la technique, alors que tu nous as dit au début que c'était pas forcément parti comme ça dans tes études. Quel a été le déclic? Pourquoi tu t'es accroché à l'agriculture? Qu'est-ce qui a fait que toi tu as dit non, c'est bon, je reste là, je reste dans ce secteur? Alors, c'est un métier qui est difficile dans le sens qu'il y a beaucoup de paramètres qui arrivent. Il y a le climat qui est très important, qui nous remet toujours en cause, et une adaptation qui est faite annuelle. On ne peut pas se dire, je vais planifier quelque chose, ça va couler, on va se dire tel mois, on va faire ça. On se rend compte que jour le jour, on modifie nos plans. Mais c'est intéressant parce que c'est une remise en cause, c'est quelque chose qui nous remotive, on a différents paramètres, on a quand même beaucoup d'aides qui arrivent de l'extérieur, et d'être sur un site avec beaucoup d'étudiants, on a beaucoup de points de vue qui sont différents, et ça permet de faire des échanges, quand même c'est très intéressant, et eux ils sont toujours apporteurs de projets, donc il faut des fois peut-être un peu nous se dire voilà doucement, mais je trouve que là c'est très intéressant, ils ont toujours plein d'idées, et plus il y a de monde, mieux c'est. Donc c'est vrai que depuis 3 ans, c'est Philippe qui s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer des étudiants un peu dans la gestion des fermes. Donc il y a une association qui s'est créée, AgroTeam, qui nous propose des projets qui sont là aussi de temps en temps, pour en cas de coup dur, pour nous aider sur les fermes.
Et ça a permis de ramener un peu de projet, parce qu'on s'était enfermé un peu dans un quotidien. Et je trouve que là, depuis 3 ans, on a beaucoup de projets, donc après, à mettre en place. Ça a été la fromagerie, parce que la fromagerie, c'est un projet qui a 20 ans. Quand on avait commencé déjà à étudier avec la recréation du nouveau bâtiment des vaches laitières, mais qu'on n'arrivait pas à mettre en place. Et avec les jeunes qui étaient là, qui ont pu monter aussi des choses en parallèle, on a pu, les projets, des bâtiments, des plans, on a pu commencer à créer ça, et la transformation a été créée avec les vitrines. Donc maintenant, il y a un nouveau projet qui est Vigne, qui va aussi, parce que là, il y a une relation avec la pédagogie, qui va aussi pour la pédagogie, parce qu'il faut essayer de faire quelque chose qui va être en relation ferme avec l'enseignement. Donc on ne peut pas faire des choses qui vont servir à rien, ça c'est pas le but. On ne peut pas faire des projets qui vont faire un but économique, il faut qu'il y ait des relations, quelque chose qui se crée. Oui, c'est très important. Je voulais parler justement de ce volet pédagogique. On a parlé des deux fermes qui sont optimisées entre deux sites différents. Je pense que ça peut intéresser pas mal d'agriculteurs aussi qui sont dans des cas comme ça aujourd'hui avec des organisations d'entreprises un peu différentes d'avant. Mais pour bien comprendre à Unilassal, le volet pédagogique, il impacte énormément l'organisation. Tu as donné des exemples avec AgroTeam, les étudiants qui nourrissent beaucoup les projets, mais concrètement, votre quotidien, la relation avec les étudiants, comment elle se passe, à quel moment? Est-ce que c'est tous les jours ou Alors, pas? Tu peux nous ça dépend. emmener un petit peu? Oui, alors ça dépend du site. En Normandie, on va être plutôt, c'est des associations qui pour le troupeau de vaches allaitantes, parce qu'il y a un très bon troupeau avec la génétique. Et donc, ils aiment bien la mettre un peu en avant. Et ils vont faire à Paris, ils vont faire des trophées des lycées. Donc, ils viennent tous les jeudis. C'est toute la période hivernale. Et au printemps, jusqu'au TLNA, c'est le trophée des lycées. Et après, on a des demandes qui vont être ponctuelles, suivant des imprévus qui vont être pour la pédagogie. C'est des enseignants qui vont nous téléphoner, voilà, j'aurais besoin d'avoir une visite de ferme sur tel sujet, sur les vaches allaitantes, sur les cultures, telle culture. Est-ce que tu serais disponible pour nous faire un peu cet encadrement-là? Et sur le site de Beauvais, c'est quotidien, quoi. Là, vraiment, je pense que tous les acteurs de la ferme sont sollicités tous les jours par des demandes des étudiants. C'est très vaste. Il y a l'enseignement et l'enseignement à la recherche qui est en parallèle. Et donc, nous, pour la gestion de la ferme, la prioriser, c'est l'expérimentation. Ils vont pouvoir choisir où ils veulent leur terre, leur expérimentation, et nous, on va travailler autour. Donc des fois, il faut faire très attention parce qu'on a des blocs dans des parcelles. On va essayer de faire très attention pour ne pas les détruire parce que là, il y a de l'argent en jeu. Vous mettez à disposition des étudiants des parcelles en fait, C'est des parcelles, des voilà. micro-parcelles. L'expérimentation qui est là en parallèle va aider les étudiants à mettre en place des essais, des demandes d'étudiants ou des demandes d'enseignants-chercheurs sur des sujets d'études qui peuvent être très variés, hein, ça peut être du lin, du soja, des essais de machinisme pour différentes marques. Et donc vous, pour toutes vos pratiques, que ce soit les traitements, euh, à chaque fois vous tournez autour. Oui, alors là, en parallèle, on essaye de leur demander un calendrier, parce que de toute façon, l'enseignement, ils ont des calendriers, des dates et des horaires qui sont planifiés. Et donc, je leur demande qu'ils nous le renvoient. Et nous, en parallèle, on va essayer de faire très attention à ça. C'est qu'il y a des traitements, il y a des délais d'entrée, il y a des choses comme ça. On ne peut pas faire de n'importe quoi avec du public qui est autour. Donc, on essaye de planifier ça et de faire des interventions qui soient minimum 48 heures avant, ou attendre que le groupe passe et puis faire des interventions. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois, avec le climat plus ces contraintes-là, des fois c'est compliqué à Oui, gérer. les agendas, on s'arrache un peu les cheveux. Et pour faire toutes ces interventions-là sur la ferme, vous êtes combien de salariés? Alors il y a deux personnes pour les vaches laitières. Et après, on est pour les particultures vaches allaitantes, on est 3 personnes, 3 UTH. D'accord. Et Et est-ce que les... Oui. oui, c'est après en surface, on a à peu près 170 hectares sur le site en Normandie. On a un peu plus ici, donc en Beauvais. Mais on a à peu près, en parallèle, on a toujours une vingtaine d'hectares qui sont pour l'expérimentation. Et puis après, en parallèle, on a des demandes de constructeurs pour des essais au champ. D'accord.
Et justement, comme tu parlais des UTH, je me demandais si les étudiants représentent un vivier pour justement aider sur la ferme ceux qui le souhaitent. Est-ce qu'ils vont pratiquer dans les champs en dehors des expérimentations? Alors, ils viennent un peu. Les expérimentations pour eux, c'est compliqué parce qu'il y a des fois du petit matériel, mais ils viennent de temps en temps avec nous pour conduire un tracteur, faire des choses comme ça, s'ils sont demandeurs et s'ils ont envie, parce que ça devient de plus en plus compliqué, hein. C'est des outils qui sont de plus en plus gros, il y a beaucoup d'informatique qui est embarquée, et donc c'est une remise en cause quotidienne, et donc il ne faut pas faire trop de bêtises, mais tout ce qui est préparation de sol, ils sont demandeurs. Dans leur, dans leur temps de présence qui sont possibles sur le campus. Donc ils ont surtout une journée qui est le jeudi, qui est disponible. Et donc là, ils essayent de venir un petit peu en parallèle de toutes ces associations qu'il y a. Et justement, sur cette partie étudiant, je voulais savoir, parce qu'on a bien vu que la ferme, elle a sa raison d'être parce qu'il y a le volet pédagogique et le volet économique qui fonctionnent ensemble. Et est-ce que toi, avec ton expérience et la relation que tu as avec les étudiants, tu vois quel type d'étudiants sont présents, peut-être vers quel métier ils se dirigent? Est-ce qu'il y a des évolutions ou est-ce que tu vois les profils d'étudiants évoluer? Oui, oui. Alors en 2000, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient, qui étaient du monde agricole, hein, franchement, ça. J'ai pas les pourcentages, mais c'était à peu près 50%, je pense, qui étaient vraiment tout ce qui est agriculture, et qui allaient après, qui étaient même s'ils étaient du monde agricole, qui allaient faire d'autres études, machinisme, faire d'autres orientations, mais qui retournaient des fois sur la ferme de leurs parents. Et on se rend compte que maintenant, il y a beaucoup moins de personnes qui sont du milieu là. C'est un autre public qui arrive, qui est demandeur d'autres choses, de plus de spécificité et de faire plus attention quand même à certaines pratiques. On n'a on n'a pas de problème avec l'environnement parce qu'on a quand même un gros campus, hein, on a presque 800 étudiants à côté, mais on n'a pas d'accrochage, on n'a rien du tout, hein, vraiment. Ils vont venir discuter sur certaines choses, comme ce qu'on peut faire, quoi. Ils sont plus demandeurs qu'avant, c'était plus inné, et que maintenant il faut plus expliquer ce qu'on fait. Plus ouvrir les fermes à ce qu'on fait en pratique. Et ça, c'est valable sur les deux sites, hein, parce que même sur l'autre côté, il y a de plus en plus de résidences secondaires, de gens qui vont poser des questions, qui vont venir dans les machines et poser des questions. Hmm. Et donc les étudiants, ils sont curieux et est-ce qu'ils te partagent parfois, eux, les orientations qu'ils veulent prendre? Est-ce que par exemple, ceux qui sortent du milieu agricole, ils se disent oh bah moi je veux aussi reprendre une ferme ou à quoi ils aspirent? Alors là, ils aspirent beaucoup à reprendre une ferme de ceux qu'on voit, mais la plupart du temps, ils vont déjà s'orienter vers d'autres métiers pour déjà attendre que les parents voir l'évolution que ça va se passer. Et puis financièrement, s'asseoir un peu, avoir une assise financière pour reprendre. Hmm. Parce que c'est vrai que les fermes, ça devient maintenant des gros problèmes financiers, avec des gros investissements. Donc toi, tu observes une diversité des modèles des exploitations qui changent. Et tu as parlé d'ouvrir les fermes. Comment la ferme d'Unilassal, parce qu'on est quand même en périurbain, est-ce que c'est un sujet pour vous, la notoriété de la ferme sur le territoire? Et est-ce que vous avez des projets peut-être pour renforcer cette notoriété? J'ai vu qu'il y avait un distributeur automatique, par exemple. Oui, bah c'est pour ça que de toute façon déjà l'orientation de la transformation, ça permet de faire rentrer un peu du public qui va venir chercher du produit, voir un peu, et s'il y a des questions, bah, ils vont être demandeurs, hein. De toute façon, la ferme est juste à côté, ils peuvent poser des questions, ils peuvent rentrer, même les étudiants. Et c'est vrai que là, la communication, c'est ce on avait perdu dans le monde agricole, c'est avec les autres personnes. Parce qu'avant, il y a une vingtaine d'années, tout le monde avait encore des parents qui étaient agriculteurs ou des gens qui étaient encore dans le milieu. Maintenant, c'est un peu fini. Et donc, il faut réexpliquer un peu le métier avec les bases. Donc, ça permet de rouvrir. Et l'école, je pense qu'elle est assez ouverte à ça, avec beaucoup d'associations qui sont créées pour présenter un peu les fermes, des mini-fermes. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour ça. Et en parallèle, la notoriété de l'école, bah, elle rayonne par elle-même, par l'enseignement, la recherche qui en est faite. Il y a beaucoup plus de recherche et d'enseignement qui est faite qu'il y a 20 ans, hein. Ça n'a plus rien à voir. On voit qu'il y a des outils de communication qui sont là aussi, qui sont en place. Alors qu'avant, bah, on avait un peu de radio, des choses comme ça. Alors que maintenant, il y a beaucoup plus de demandes qui est faite, même par des télévisions, des choses comme ça. Et oui, il y a des associations comme Unitech Days. Chez Agora, on est partenaire des Unitech Days depuis quelques années, donc on vient souvent sur le site dans ce cadre-là.
Oui, c'est l'usine E-Tech qui sont donc pour les productions animales. Il y a une journée qui est production animale et une journée qui est production végétale aussi. Et c'est vrai ils sont une dynamique. Quand ils arrivent, ça déblaye dans la ferme, quoi. Ça bouge, ça bouge. C'est vrai que quand il y a des jeunes qui arrivent, ça change beaucoup la face. Et ça amène un public extérieur, faire de la communication avec l'extérieur, des gens qui vont venir voir un peu ce qui se passe. Et c'est quelque chose que tu apprécies, toi, d'ouvrir, de se nourrir des jeunes, Est-ce que ça nourrit le projet que tu as en tête pour la ferme? Ou est-ce que c'est plutôt une contrainte? Bon, moi, je le vis plutôt comme un intérêt. Un intérêt, c'est pas une contrainte. De toute façon, moi, je trouve que ça ramène une dynamique parce on n'est pas isolé, hein. Ça permet de communiquer, de parler, de faire des choses, d'avoir des projets, de s'installer à long terme, quoi. C'est vrai que c'est ce qui manque dans une exploitation, des fois. Comme en Normandie, des fois, bon, on voyait pas grand monde. Alors qu'ici, on bouge beaucoup. On bouge beaucoup, ça fait beaucoup de trajets, mais ça permet de voir du public et de communiquer. Et de se remotiver, des fois. Parce que bon, c'est pas évident, hein. Moi, je sais que j'aurai jamais d'enfants qui vont reprendre une ferme. Donc c'est pas pareil. Donc ça ramène pas d'une dynamique qui est derrière pour pousser. Donc il faut trouver là sa dynamique avec les jeunes qui sont ici, qui vont nous pousser à trouver des projets et à entretenir cette ferme. Mm. Et on l'a vu dans tout ce que tu expliques, t'es pas un chef de culture classique parce que tu dois gérer quand même à la fois la production agricole, la gestion financière et l'encadrement des étudiants. Toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette triple casquette Moi, c'est les étudiants, hein. Ça, c'est vrai que j'ai toujours apprécié le contact avec les étudiants. Même avant, dans le travail que je faisais, c'était sur les agricoles, c'était l'encadrement des étudiants. Parce que c'était pas le même cursus, c'était des bacs et des bacs BTS, et donc ils venaient plus sur la ferme. Donc ici, c'est différent, mais on a des grandes collaborations avec les jeunes, et c'est ce qui est plus motivant. C'est ce qui m'intéresse. C'est qui va en contrebalancer les contraintes qu'on pourrait avoir pour d'autres choses. Hmm. Et vos projets d'actualité sur la ferme, tu as dit dans les dernières années, par exemple, vous avez diversifié l'assolement, notamment pour les problématiques de désherbage qu'on connaît. Et quels sont aujourd'hui vos sujets d'actualité sur lesquels vous parlez ou sur lesquels vous vous projetez, si on donne un peu de perspective Alors oui, alors là, la transformation. Ce serait peut-être de faire quelque chose d'autre avec la fromagerie. Peut-être un magasin, ce serait bien un magasin plus public. Ça, c'est un des projets. Il y a d'autres projets, hein. Il y a peut-être les chevaux, parce que ça a toujours été depuis 20 ans. Il y a beaucoup de demandes des étudiants. peut-être en termes d'orientation culturelle, est-ce que tu vois des évolutions sur lesquelles vous allez devoir travailler? Et pour les cultures, essayer d'aller faire des rotations beaucoup plus longues. Vraiment, ça, c'est essayer de trouver des solutions, des cultures un peu différentes. Voilà. Là, c'est la recherche, le projet, et peut-être faire un peu, pour ces magasins, s'il y a un magasin qui arrive, c'est peut-être recréer des vergers, peut-être aussi. Et peut-être avec la diversité des formations qui arrivent, ça amène aussi des nouveautés? Oui, c'est ça, avec les vétérinaires qui vont arriver, avec des formations qui vont être faites pour les vétérinaires. Il- euh, quel- c'est vraiment, comment dire, l'école est en train de faire son formation, c'est sur 7 ans, vétérinaire. Donc là, ils sont en troisième année. Quelles pratiques ils ont besoin? Et donc là, on commence à avoir des projets. Comment on peut les impliquer, les vétérinaires, pour venir sur les fermes, manipuler des animaux, faire des prises de sang, faire des suivis de fécondité, des choses comme ça. Donc comment que ça peut être mis en place, avec quel outil? Et donc là, ça va être le gros projet. C'est est-ce qu'il faut refaire un bâtiment? Quel type d'encadrement il faut faire? Ça, c'est le gros projet qui arrive. Bah, merci pour toutes ces perspectives. On arrive à la fin, j'ai toujours des questions que j'appelle signatures qu'on pose à tous les invités. Et la première question, c'est si tu devais donner un conseil à une personne qui s'intéresse à l'agriculture ou peut-être qui souhaite reprendre une exploitation, toi, avec toute ton expérience, quel conseil tu donnerais à cette personne? Bah, je pense qu'il faut être persévérant. De toute façon, il n'y a rien qui vient comme ça. Je pense qu'il y a des opportunités pour tout le monde. On peut faire des petites structures, hein. Moi, je vois que ma femme, la ferme familiale, elle faisait 17 hectares. Donc il y a possibilité à faire du genre de maraîchage. Et puis après, on peut faire des grandes cultures. Il faut être
attentif, attendre. Et on a un modèle qui arrive qui va être plus basé sur ce qu'on peut faire de la ferme. C'est pas ce que avant, c'était l'agriculteur. Il avait un potentiel financièrement, il allait proposer quelque chose. Maintenant, c'est qu'est-ce que la ferme va pouvoir développer pour continuer. Ça va être le projet. Et c'est vraiment, il faut faire très attention à ça et pas faire des investissements qui vont être trop compliqués à reprendre. Et ne pas hésiter à faire peut-être avec des partenariats, avec des financiers, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont arriver. Merci. L'avenir nous le dira. Et pour ta part, quelle idée reçue aimerais-tu lever sur l'agriculture ou le métier d'agriculteur ? Oui, c'est un métier qui n'est quand même pas solitaire, hein, parce qu'on entend beaucoup ça, c'est que les gens... Non, il y a des possibilités avec des conseils, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour des fermes qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher. Il faut aller demander, parce que de toute façon, on n'est pas assez au courant, il faut sortir un peu la tête un peu du guidon, parce que c'est vrai qu'il y a des moments... On fonce, on avance, mais on ne prend pas assez de recul. Et je pense qu'avec le temps qui est passé, avec 25 ans, 30 ans, que ça fait presque 50 ans que je suis dedans, depuis que j'ai 8 ans. Donc il faut prendre du recul et des fois se dire, oh là, on peut attendre un petit peu, on va voir. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de prévisions qui arrivent, la météo, on dit voilà, il va pleuvoir, mais c'est incertain. Il faut prendre ça comme ça, avec une incertitude, et prendre du recul avec tous les événements pour prendre des décisions pour des implantations. Qu'est-ce qui te rend fier dans ton métier aujourd'hui ? De produire. Je crois qu'on produit, on a un métier qui produit quelque chose, et ça c'est super. Avec une traçabilité qui est quand même exceptionnelle avec tout ce qu'on a. Nous on est une ferme qui est ISO 14001, on a une traçabilité depuis 25 ans, on fait attention à tout ce qu'on fait. Et je pense qu'on peut être fier de ça, mais on ne le met pas assez en avant. Quels sont tes défis à venir ? Ça va être comment motiver, ou c'est plutôt comment trouver des personnes qui vont reprendre un peu notre relève. Parce que c'est vrai que moi j'arrive à un moment où je vais lever le pied. Et donc il va falloir retrouver quelqu'un qui reprenne et qui ait une vision globale de tout l'ensemble de ce qu'on fait. C'est très important parce que moi j'ai un recul qui s'est fait sur 20 ans. Mais les personnes qui vont arriver, en 1 an ou 2, il va falloir se former. Très bien. Est-ce que tu as une question pour notre prochaine invité du podcast ? Mais c'est vraiment comment il voit le futur et quelle idée il peut avancer au public et à d'autres personnes pour attirer du monde, attirer des jeunes vers ce métier. Très bien, merci. Est-ce que tu as un dernier message à transmettre aux auditeurs du podcast ? Qu'il faut toujours rester optimiste, même si des fois on a beaucoup d'informations qui nous font qu'on est pessimiste. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut reprendre un peu de recul et se dire, nos parents aussi ont eu des crises. C'est vrai que je me rappelle de mes parents qui faisaient ma mère, elle faisait ses vêtements, des choses comme ça, qui étaient des grosses crises, qui étaient les chocs pétroliers, ça a été terrible aussi. Donc, mais bon, tout le monde s'en est sorti, donc je pense qu'on peut passer le cap aussi. Merci beaucoup Luc pour ce message d'optimisme. À bientôt. Merci, à bientôt Laurie. Merci beaucoup à Luc de s'être prêté au jeu d'être passé derrière le micro et merci à vous, auditeurs, d'avoir été avec nous jusqu'au bout pour cet échange passionnant. À travers son parcours, Luc nous a permis de prendre la hauteur sur l'organisation du travail et le fait de prendre du recul pour les modèles d'entreprise agricole. Cet épisode nous a emmenés dans les coulisses d'une ferme-école. Alors merci à tous pour votre écoute et si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous ou à vous abonner à notre podcast Demain de Bottes pour ne rien rater des prochains épisodes. À très vite dans Demain de Bottes.